Nous discuterons de la conservation d'actifs au travers de la blockchain. Comment préserver les NFT sur le temps long. Quelles sont les best practices liées à la création de NFT. Et quels sont les nouveaux modèles de l'économie de la création. À tout de suite. Vous étiez un des premiers à croire en la Bitcoin blockchain. Vous avez notamment été précurseur quant à l'inscription d'informations dans ces blockchains. Aujourd'hui, vous essayez de mettre même du patrimoine matériel et immatériel sur on-chain, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Certainement. Donc, la blockchain, en fait, l'idée de la blockchain, c'est de pouvoir créer un certificat de propriété. Donc, un token, un jeton, permet de pointer, de dire telle personne possède ce jeton-là. Et il y a toute une question qui se pose derrière, c'est qu'amène la propriété de ce jeton? Qui a donné des droits? Quel droit est-ce qu'on a en ayant ce jeton? Et quand on regarde l'art digital, par exemple, l'idée, c'était de dire, je crée une œuvre d'art, je crée un jeton, et je dis que celui qui possède le jeton possède l'œuvre d'art. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la question de ce jeton. Alors oui, il est complètement transparent, auditable, mais par contre, l'œuvre d'art, où est-ce qu'elle se situe? Qui l'a faite? Est-ce que la personne avait vraiment les droits de créer un jeton et de me la donner? Donc, il y a une énorme réflexion sur le jeton qui est juste une information, comme un papier, et le sous-jacent. Aujourd'hui, le problème des sous-jacents, c'est qu'ils peuvent être altérés et ils peuvent disparaître assez facilement. Donc, il suffit de ne pas payer son hébergement pour qu'une image, par exemple, un film, disparaisse après un certain nombre de temps. Donc, quand on regarde les temps courts, ça va. Mais dès le moment qu'on se projette à quelques années, et ça arrive souvent, on a par exemple, quand on navigue sur Internet, on a des liens cassés qui ne fonctionnent plus, qui pointent sur un article de blog intéressant, mais le blog a disparu, par exemple. Donc, plus le temps avance, plus le risque que le sous-jacent associé au token disparaisse. Plus le risque est important que le sous-jacent disparaisse. Donc, notre travail, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut créer un sous-jacent ou stocker le sous-jacent de manière permanente et pour les 1000 prochaines années. Et aujourd'hui, du coup, le cas d'espèces concrets liés au patrimoine que vous avez? On travaille actuellement avec l'Université de Genève à archéologie, où on a, en fait, en archéologie, on découvre des artefacts qui datent de plus de 1000 ans. Et ces artefacts ont des données scientifiques, sont traités par les archéologues. Ils vont consigner ces informations quelque part dans un livre, mais très souvent, cette information va être perdue. Donc, l'artefact va peut-être se retrouver dans un musée, va bouger, mais l'information originale est perdue. Et notamment, si l'artefact est volé ou qu'il passe à différents endroits, on n'arrive plus à retrouver sa trace. Donc, on a deux choses. On a un objet qui, lui, est permanent dans le temps parce que c'est un objet, et on a de l'information qui, elle, est diffuse et potentiellement disparaît. Et le cas concret sur lequel on travaille, c'est de tokeniser la découverte de ces artefacts. Donc, à la fois d'en créer un jeton qui va être le témoin, la preuve de la trouvaille, et y associer les informations scientifiques, l'image et autres, poids et autres, pour avoir une donnée qui est immuable et qui va pouvoir, en fait, être préservé pour les 1000 autres prochaines années. En plus d'être interopérable, donc j'imagine, entre des chercheurs qui se trouveraient dans des pays complètement différents, voilà, on peut faire confiance au registre et puis du coup à l'information. Exactement, que tout le monde puisse y accéder comme un bien commun sur toute la planète à tout moment. Et puis surtout, ce qui peut aussi permettre et prévenir au niveau des vols, parce qu'on sait qu'au niveau des œuvres trouvées, les œuvres archéologiques, il y a un trafic assez conséquent au niveau de ces œuvres-là. Et donc, est-ce que c'est un moyen de préserver justement face à ces piratages? Exactement. Donc, un des problèmes lorsqu'un objet est volé, c'est de retrouver sa source, à qui il appartient, à qui l'a trouvé. Et sachant que ces artefacts aussi, il y en a qui se ressemblent beaucoup, il y a des faux aussi. Et puis, les données sources scientifiques permettent de savoir le vrai du faux et elles sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, on protège contre le vol, la perte, mais aussi contre les contrefaçons
en même temps. Là, comme ça, on a un vrai cas d'utilisation blockchain. Voilà, un cas concret. Du passé à l'avenir, donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi un autre système qui s'appelle Chain Chronicles, donc c'est un abonnement NFT. Vous êtes quand même les pionniers quasiment au niveau des NFT à l'époque où vous avez commencé sur la blockchain Bitcoin. Ce qui est très marrant, c'est d'imaginer en fait intellectualiser le principe d'un abonnement dans un système qui ne fonctionne que par drop, où on a l'impression qu'il faut en être et donc suivre. Donc qu'est-ce qui vous amène à un moment à créer un abonnement pour des NFT? Alors, on réfléchit beaucoup à ces nouveaux usages qui sont très jeunes. Tout ce qui est NFT, par exemple, ça date de quelques années. Et on a énormément de projets qui se sont lancés pendant la bulle de 2021 qui réutilisent des systèmes de drop, qui créent en fait une espèce d'attente, de momentum. Il faut acheter aujourd'hui parce que ça va prendre de la valeur demain et je vais le revendre directement. Donc tout un aspect spéculatif. Et on a perdu, avec cette bulle, on a perdu la consistance de la technologie. À quoi sert la technologie de tokeniser? C'est d'immortaliser dans le temps la propriété. Et là où ça fait du sens, c'est que nous, ce qu'on fait avec Chain Chronicle, c'est qu'on crée notre nouveau contenu d'une façon à ce qu'il soit intemporel, timeless NFT, pour que ça ne soit pas un outil spéculatif à court terme, mais quelque chose qui soit dans les musées dans les 50 prochaines années et plus loin. Qu'est-ce que c'est par exemple un timeless NFT? Alors un timeless NFT, c'est lorsque le sous-jacent connecté au jeton, au token, est stocké sur un stockage permanent, ce qu'on appelle le perma-storage. Donc le fait de protéger le sous-jacent, l'œuvre d'art, pour les multiples prochaines années. Parce que ce qu'on a beaucoup vu, c'est que lorsque les créations d'art digitaux qui ont essayé de profiter en fait, du momentum, l'entreprise fait faillite, par exemple, ou disparaît, l'incentive à garder l'œuvre n'est plus, et plus personne ne garde en ligne l'image sous-jacente. Donc la personne qui a acheté à des prix délirants, des fois, une œuvre d'art, a le risque que cette œuvre disparaisse tout aussitôt que la société qui l'a produite décide que c'est plus rentable pour elle de conserver cet actif. Donc nous, ce qu'on fait avec Chain Chronicles, c'est que les Timeless NFT, c'est de trouver une technologie qui permette de stocker dans la durée et de manière illimitée, potentiellement illimitée, dans le temps, les actifs sous-jacents. Et c'est vraiment de s'appuyer sur ces technologies émergentes qui sont encore sous-exploitées. Et c'est vous qui proposez les NFT à vos potentiels abonnés? Voilà, nous on fait une curation, donc on crée les nôtres selon les bonnes pratiques, et on fait une curation d'autres NFT qui ont... selon vous, cette valeur d'immortalité? Voilà, cette valeur d'immortalité, et c'est généralement un gage de qualité. À nous donner? Alors je peux vous donner un exemple, un mauvais exemple. Non, un bon. Alors un mauvais, puis après un bon. Un mauvais et après un bon. Par exemple, la numismatie, la collection de timbres. La Poste suisse a créé une collection de timbres sous forme NFT. Donc un concept commercialement intéressant, on va dire. Simplement que lorsqu'on regarde techniquement comment c'est construit, les images sont stockées sur un serveur centralisé, sur un WordPress même, du site de la Poste suisse. On sait que les WordPress, c'est... Ça va et ça vient. Voilà, ça va et ça vient, ça se met à jour, ça change, ça disparaît. Donc, il suffit que quelqu'un vienne et dise on n'a plus d'intérêt à garder ça, on fait un peu de ménage. Et là, l'actif, l'image, disparaît complètement. Donc, la personne qui l'a acheté, et normalement, quand on achète un timbre et qu'on est collectionneur de timbres, on collectionne des timbres d'il y a 50 à 100 ans. Et là, on a en fait quelque chose qui est commercialement rentable à court terme, mais en fait qui ne tient pas sur le long terme.
C'est intéressant d'avoir déjà, en fait, donc la blockchain aujourd'hui n'a pas 20 ans, même si fondamentalement elle se base sur des principes qui étaient là avant. C'est intéressant, en fait, l'aspect de recul que vous avez déjà en tant que pionnier. Aujourd'hui, quels sont, selon vous, les challenges véritablement sur lesquels, en fait, on devra agir dans les prochaines années? Vous avez parlé de la durabilité. Quels sont, selon vous, les challenges véritablement de la blockchain? Alors, si on parle de la durabilité, le plus gros challenge, c'est que stocker des données a un coût. Et on se pose la question, qui paye ce coût? Et lorsqu'on est une entreprise, généralement, on paye, on assume ce coût pour les produits qu'on propose. Et donc, lorsqu'on enlève cette variable-là pour avoir quelque chose d'immutable, la question se pose, qui paye le coût et qui est assez incentivé, a assez de motivation financière ou pas, de garder les données et les fichiers. Et en fait, c'est ça le point le plus difficile quand on parle de timeless NFT, c'est de trouver une solution qui fait que les données vont perdurer, et même si on ne paye pas de coût d'hébergement. Le challenge de ces blockchains immuables, du coup, c'est le temps. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est exactement ça. Vous avez lancé un système d'abonnement Chain Chronicles pour les NFT. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait des NFT que vous mettez dans le cadre de cet abonnement-là de Chain Chronicle? Alors, c'est ce qu'on appelle les timeless NFT. C'est en fait, on veut pouvoir préserver la donnée, l'actif sous-jacent, le plus longtemps possible pour les 100 et les 1000 prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a un abonnement où on fait une curation, on choisit en fait les meilleurs projets parce qu'en fait, la connaissance du grand public ne sait pas lesquels sont bien développés ou mal développés. Donc, on fait cette curation et on choisit les éléments qui ont vraiment une valeur patrimoniale dans le temps. Et donc, nous-mêmes, nos propres NFT qu'on crée, on les fait de manière timeless et on choisit aussi d'autres qu'on va distribuer chaque mois en fait, aux abonnés. Comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher eux-mêmes le contenu qui est de qualité et qui est fait pour durer dans le temps. Par exemple, en dehors de vos NFT à vous? Alors, je vais donner deux exemples. Un bon exemple et un mauvais exemple de façon de faire des NFT. Alors, un bon exemple pour commencer, c'est assez intéressant parce que si on regarde la collection Bored Ape Yacht Club, qui est en fait une des premières grosses collections qui a eu énormément de succès, qui représente des singes avec différents faciès. Si on regarde comment a été construit les NFT Bored Apes, ils ont fait tout juste en termes de timeless. Donc, les images sont décentralisées, elles ne sont pas stockées sur un serveur central. Elles sont stockées où? Elles sont stockées sur IPFS, un système qu'on appelle IPFS. Et sans rentrer dans les détails techniques, c'est tout juste, ou presque, il y a des choses qu'on peut encore améliorer, mais ça a été vraiment bien fait de ce côté-là. Et après eux, il y a eu énormément d'autres collections qui sont venues. Des lamas, des chats, il y a absolument tout eu. Et très souvent, les autres collections qui suivent ont été faites de mauvaise manière et c'était vraiment pour profiter d'un momentum, de gagner un maximum d'argent. Donc, les NFT risquent de disparaître assez rapidement en termes d'actifs. Vous avez votre propre token qui s'appelle le BitCrystal. Quand vous l'avez lancé, vous faisiez partie en fait des premiers à faire une ICO. J'ai plus l'année, mais je crois que c'était 2017, quelque chose comme 2015. Ça. 2015, pardon. Je vous voyais beaucoup plus jeune que ça. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on identifie quand même au sein de votre société, c'est que vous avez été quand même pas mal de fois au niveau des pionniers. Donc, on sent là, vous commencez à relier le physique avec le digital. Pour vous, quelque part, comment vous voyez cet écosystème évoluer? Alors en effet, c'est intéressant, on s'est toujours positionné sur les choses en avance sur notre temps.
et on identifie les problèmes et les solutions un peu en avance. Donc, en 2015, quand on a lancé notre crypto-monnaie, le BitCrystal, autour de notre jeu Spells of Genesis, on a été les premiers à dire on va utiliser la crypto-monnaie pour des fins non financières, mais on va y associer une image. Parce que c'était un peu l'initiative de Libra, en fait, après, de créer sa monnaie dans un écosystème pour alimenter cet écosystème. C'est ça. Par contre, les crypto-monnaies type Bitcoin sont des monnaies ouvertes. Donc, c'est vraiment des écosystèmes qui sont complètement ouverts où les gens peuvent construire dessus sans avoir à dépendre d'une entité comme Facebook à l'origine de Libra. À l'époque où on a commencé en 2015, les blockchains n'étaient faits que pour des unités de compte. Donc, c'était pour se transférer de la monnaie. Et il y a eu quelques initiatives qui permettaient d'ajouter des données dans la blockchain qui étaient en superflu. Et grâce à ça, on a pu créer des jetons, des tokens qui pouvaient représenter autre chose. Donc, on prenait une toute petite fraction de Bitcoin et on disait, en fait, ce Bitcoin représente un dragon, un chevalier, etc. Donc, lorsqu'on... Comment ça s'appelait? Spells of Genesis. Non, le fait de... C'est les color coins, c'est ça? Voilà, les premiers c'était colored coin. Très rapidement après, il y a eu Counterparty qui avait des avantages supplémentaires, mais qui fonctionnaient un peu de la même manière. Et c'est Counterparty qui a survécu à cette époque-là et qui a eu vraiment un grand marché pour des tokens. Mais au départ, Counterparty a été pensé pour des actions tokenisées ou de la monnaie, plutôt que pour des objets de collection. Shaban Chamé, vous êtes le CEO d'Everdreamsoft, une société basée à Genève. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité et votre société? Everdreamsoft, donc on a commencé comme un studio de jeux en 2010. En 2015, on s'est intéressé à la blockchain. C'était vraiment au tout début, on a posé un peu les premières pierres. En commençant par d'où on est issu, le gaming, le jeu, mais rapidement, on a commencé à créer des infrastructures qui utilisent la blockchain pour que les autres qui viennent après nous puissent construire, utiliser les tokens. C'était quoi votre premier cas d'usage, du coup? Alors, notre premier cas d'usage, c'était des cartes à collectionner de jeux qu'on a lancé. Et après, très rapidement, on a commencé à s'intéresser à d'autres potentiels cas d'usage, comme l'art, par exemple, et comme tout ce qui peut être tokenisé, donc qui pourrait représenter la propriété de quelque chose. Et c'est vraiment en fait cette relation entre le jeton et le sous-jacent qui nous a toujours intéressés. Et en fait, on a pu se poser des questions très tôt, alors que les gens découvraient un peu les NFT. Nous, on avait déjà passé par des tas de questionnements par rapport à qu'est-ce que c'est que la propriété vraiment de la carte, quelle est la relation, est-ce que cette relation peut être brisée, et ça nous a amené à travailler beaucoup autour de solutions de protection, de propriété intellectuelle, autour des créations, et là maintenant, à l'avenir, sur la préservation du patrimoine et la co-création, parce qu'il y a de plus en plus de contenu qui est généré par les utilisateurs sur Internet. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de créer et de le garder comme patrimoine de l'humanité. Donc en fait, vous êtes vraiment les artisans d'une vraie décentralisation, d'une certaine manière. Oui. Enfin, vous y croyez vraiment ? On croit beaucoup que le futur des produits, ça ne va plus être un produit créé par une entreprise vendue à des consommateurs, mais ça va être des produits qui sont co-créés avec la communauté, avec les utilisateurs. Et pour ça, on a besoin de se doter d'outils de protection, de propriété intellectuelle. On a besoin d'outils qui vont permettre d'interroger et de donner à qui de droit. De rétribuer qui doit l'être. Exactement. Okay. Dernière petite question. Alors, Bitcoin ou Ethereum ?
J'aime beaucoup les deux. Je dois avouer que... On vous demande de choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Alors, je vais choisir par ordre d'ancienneté, je vais dire Bitcoin.